Cette semaine à Info TV Laval, toute une émission pour vous. Nous avons Stéphane Boyer qui vient nous présenter le concours de la Ville de Laval, concours architectural, mesdames, messieurs. Nous avons Richard Rattel du théâtre Par le vent qui vient nous parler de la pièce Suspect. Nous avons M. Guy Gallet, producteur, qui vient nous parler du Salon des aînés 50 ans et plus, édition 2019 qui aura lieu à Laval cet automne. Nicolas Vincent Poirier avec la chronique cinéma vient nous parler du film de Charlize Theron et de Seth Rogen, The Long Shot en français, Le Bon Coup. Et nous avons Vicky Volikakis qui nous parlait chronique vin avec Bonheur, Sauvignon Blanc, Porto Lagrimas, ainsi que Guy Cyr, l'invité spécial de Jean-Jacques Lapierre avec sa capsule historique. Vous êtes prêts? Dans 4, 3, 2, 1, on y va! Pour la chronique Histoire avec mon compère Jean-Jacques Lapierre. Salut Jean-Jacques! Ah, salut! Ça va bien? Bien, écoute, lorsqu'on vient parler d'histoire, c'est toujours passionnant. C'est toujours passionnant. Un grand plaisir. Oui, puis ça paraît quand tu nous en parles. Tu nous en parles avec tes beaux grands yeux bleus, habillés de bleu. Écoute, aujourd'hui, tu veux faire un survol sur l'histoire de Laval, mais la préhistoire de Laval. Oui. Avant même l'île Jésus. Mais oui, tu sais, l'histoire, son interprétation, et souvent, beaucoup de gens s'essayent de s'approprier, à un moment donné, la créativité, la découverte. Alors, souvent, Jacques Cartier, Cabot, et puis Christophe Colomb, on dit « Ah, ça nous appartient, c'est nous autres. » C'est vrai. Il ne faut pas oublier qu'il y avait les Vikings avant qui venaient ici. Ça a été débattu longtemps. Hein? Il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas que ce soit autre chose que Jacques Cartier qui a découvert ça. Les Vikings venaient, puis on a trouvé des artefacts en 1960 à Terre-Neuve, tout ça. Alors, les Vikings, à ce moment-là, c'était très fort dans les 1100, 1200, dans l'an 1100, 1200. Ils étaient très forts. Il y avait une flotte, une grande flotte. C'est les premiers explorateurs, vraiment. Explorateurs, mais ils venaient pêcher aussi. Puis il y avait beaucoup de bateaux. Alors, comme ils viennent à Terre-Neuve, puis on peut explorer ça, on peut explorer des différentes façons d'agir. Ils ont probablement eu des naufrages. Et puis, ces naufrages-là, ils ont probablement été curieux, ils sont venus dans le Golfe. Ça, on sait qu'ils sont venus dans le Golfe. Alors, s'ils sont venus dans le Golfe, puis disons qu'en naufragé, pourquoi ils ne seraient pas venus un petit peu plus loin, un petit peu vers le fleuve Saint-Laurent? Pourquoi pas? Ben oui, mais en plus, c'est forcément déjà arrivé. C'est ça. Alors, parce que ceux qui ont découvert, il y a le Canada, il ne faut pas oublier qu'il y avait les Premières Nations qui étaient ici. Ben oui, ils n'ont rien découvert du tout. Là. Il y avait déjà du monde. Là. Puis il y en avait qui venaient des Premières Nations, il y en avait qui venaient de l'extrême nord, du Tibet, puis il y en a d'autres qui venaient du sud, les Incas, les Mayas, les Aztèques. Alors, il n'y a personne qui peut s'approprier le rôle de découvert. Non. Alors, ça a été intéressant. OK. Par contre, lorsqu'on arrive à Laval, les Vikings à Laval, là, on remonte loin en 1100-1200. En 1636. 1636, c'est peut-être là qu'on commence vraiment dans le monde occidental. C'est un petit peu après la découverte de Québec. Après pas la découverte de Québec, mais Québec qui a été formé en 1608. Alors, il y a les Jésuites qui ont voulu venir ici sur l'île Jésus. Alors, ils sont venus sur l'île Jésus, pas par hasard, parce qu'ils étaient déjà préparés. Il y avait des plaques de plomb avec des inscriptions dessus même pour dire qu'ils venaient coloniser, qu'ils venaient s'emparer de voir, qu'ils venaient rencontrer. Un petit peu comme le drapeau sur la Lune. On est arrivé, c'était nous autres. C'est ça, un petit peu ça. Oui, effectivement, ils venaient déposer une croix. Ils sont venus sur le bout de l'île, ici. Pourquoi sur le bout de l'île? Parce qu'il y avait une nation de Première Nation qui était installée là. Dans le secteur de Saint-François? De Saint-François, à l'extrême est. L'extrême est de Laval, à la pointe de l'île. À la pointe de l'île, où est la croix actuellement. La croix, on y reviendra éventuellement, ça. Alors, à la pointe de l'île, il y avait une tribu qui était là. Alors, les guides des Jésuites sont venus rencontrer les chums. Ils sont venus rencontrer les chums pour un beau party. Oui, on va essayer de s'accommoder, qu'elle mette paix et tout. Est-ce que ça a marché? Ben oui, ça a marché. Ça a marché. Ils ont fait un beau party. À un moment donné, ils ont fait une messe, puis ça a été bien. C'est dans les relations des Jésuites. C'est écrit, que ça a été une belle fête. Ils ont été bien reçus. Wow, c'est écrit tout ça. Wow, OK. Et puis, là, à partir de cette date-là... À partir de cette date-là, il y a eu plusieurs transactions. Ça a appartenu aux Jésuites, ça a appartenu à M. Barthelot. Il y a toutes sortes de transactions qu'il y a eu. Finalement... Fragmenter l'île ou vraiment l'île en entier? Sur l'île
l'île entière. Non, l'île entière. L'île n'a jamais été fragmentée, sauf en 1965. Avant ça, il y a eu des petites municipalités. Mais avant ça, il y a eu les principales dates que les colonisateurs se sont impliqués. C'est à partir de 1672 où monsieur Charbonneau, monsieur Charbonneau, Olivier Charbonneau, qui est venu s'installer à Laval, on dit que c'est le premier colonisateur. Oui. Alors, c'est Jeanne Mance qui avait été chercher à Marin, en France. Elle avait été chercher lui, son épouse Marie-Marguerite Garnier, ses deux sœurs. Elle leur a vendu l'idée de s'en venir au Québec-ci. Alors, Charbonneau est venu et a commencé, il était à Pointe-aux-Trembles, installer un beau un moulin. Oui. Et puis, à un moment donné, il a décidé de traverser sur le Jésus, de venir installer un beau moulin ici, seulement qu'au bout de l'île. Au bout de l'île, sur le Jésus, c'est fantastique de voir ça. Dans le quartier Saint-François, dans le quartier Saint-François. De ce qu'on appelle l'Éden, qui est un centre de personnes âgées. Oui. Voilà, au bout de la montée du moulin, c'est ça. Oui, il y a encore des vestiges. Oui. Et en 1960, en 1950, voici un peu ce qui restait du fameux moulin. Il en reste beaucoup moins que ça aujourd'hui. Il reste quelques cailloux ici et là. Oui, il reste des petits cailloux. Alors, c'est assez intéressant de voir ça. Alors, donc, en 1672, notre ami Charbonneau est venu commencer à installer le moulin. Et puis, ça a été assez important quand même. Mais il faut dire qu'aussi, un petit peu avant, quelques années avant, on avait installé aussi la maison royale. Alors, la manoir seigneurial, qui était au bout de l'île aussi. Alors, manoir seigneurial, il reste plus rien de ça, là, malheureusement. C'est parce que s'il y avait des personnalités représentant le roi qui venaient, il fallait les accueillir. Oh. C'était pas un château. Mais c'était quand même une belle maison. C'était modeste. Ouais. À l'époque, c'était fait de bois. D'accord. C'était de bois équarri, sur bois. C'était simple quand même. Et puis ce monsieur Charbonneau, lui, ça a été un des premiers piliers de la ville de Laval. Le premier colonisateur officiel avec Marie-Marguerite Garnier, son épouse, on oublie de dire ça, et sa fille Anne qui était là. Puis en même temps, il venait avec un monsieur Labelle, Guillaume Labelle. Okay. Alors, la petite Charbonneau est arrivée à l'âge de 4 ans, mais elle a vieilli. Oui. Et à l'âge de 15 ans, qui l'a marié? Monsieur Labelle. Guillaume Labelle. Oh. Alors, Guillaume, à l'âge de 15 ans. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, à Laval, l'ADN des Charbonneau et des Labelle, il y en a beaucoup. C'est fascinant, Jean-Jacques. Un gros merci pour cette capsule d'histoire. On se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule. Et puis, on se reste là-dessus. On est rendu avec les Charbonneau. Là, moi, ça m'intéresse. On se revoit la semaine prochaine pour une capsule historique avec Jean-Jacques Lapierre. C'est toujours un plaisir. Merci. Cette semaine, à Info TV Laval, on reçoit Stéphane Boyer, membre du comité exécutif de la Ville de Laval. Bonjour Stéphane. Bonjour, vous allez bien? Très bien, toi-même? Oui, merci. Alors, la Ville de Laval lance un nouveau concours de design. Mais c'est pas n'importe quoi, là. On a la chance de remodeler, de modeler une facette de notre ville, là. Tu pouvais nous en donner un petit peu plus d'informations parce que là, il y a beaucoup de gens qui sont très curieux de savoir où est-ce que le futur de Laval s'en va esthétiquement. Oui, bien absolument. En fait, pour nous, ce qu'on veut à la ville, c'est donner une âme, venir donner des couleurs à notre ville et plus particulièrement dans le cadre de ce projet-là au secteur Montmorency, donc dans le futur centre-ville de Laval. En 2010, Statistique Canada a fait une étude sur toutes les grandes villes du Canada et Laval était une des villes avec le plus bas sentiment d'appartenance et de fierté chez ses citoyens. Qu'est-ce qui expliquait ça? Il y a probablement plusieurs facteurs, mais la fierté passe entre autres par justement la culture, par l'art. Ça passe par une identité qui est propre, à laquelle on peut s'identifier. Exactement. Et donc, pour nous, c'est important que Laval puisse justement venir définir qui elle est, puis qu'elle ait aussi ses propres couleurs là, parmi les autres villes au Québec ou au Canada. OK. Donc, c'est vraiment une occasion de mettre Laval, lui donner sa personnalité plus particulière, parce que il y a peut-être en dehors de Laval, il y a beaucoup de gens qui nous voient comme un bel endroit pour aller sortir, magasiner, des trucs comme ça, mais il y a d'autres choses à Laval. On veut que les gens soient un petit peu plus impliqués. Exactement. On veut venir dire que Laval, c'est pas juste une ville dortoir avec des maisons. Laval a une âme, Laval a de la culture, Laval a des activités. C'est un endroit où est-ce qu'on peut se divertir, où est-ce qu'on peut
au final, des quartiers qui sont vraiment complets où est-ce que tout le monde peut y trouver son compte. Donc, on n'est pas juste... Laval n'est pas le dortoir de Laval. C'est un peu ce qu'on veut venir dire. Voilà. Laval est une ville en soi. Et en fait, c'est ça passe entre autres par justement l'animation des quartiers et des rues. Donc, ça passe par les détails. Ça pourrait être, exemple, les lampadaires, l'architecture des lampadaires, ça peut être un ensemble de trucs ou c'est vraiment, ça peut être des détails qui sont rajoutés à l'œuvre? Le concours, on vient demander à des gens de nous proposer une identité puis un concept visuel. D'accord. Par la suite, comment est-ce que ça va se matérialiser? Est-ce que ça va être des pièces, des animations dans les rues? Est-ce que ça va être du mobilier urbain qui pourrait être flyé? Est-ce que ça va être, par exemple, il y a des chantiers en cours dans le centre-ville, on pourrait venir utiliser souvent les murs plates qui protègent les chantiers, puis on pourrait venir peinturer ça, on pourrait faire des œuvres là-dessus, on pourrait les utiliser. Personnaliser notre ville. Là. Exactement. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Je prends par exemple, à Montréal, dans le quartier des spectacles, ce qu'ils ont décidé il y a quelques années, c'est de donner une identité lumineuse. Oui, ça a bien marché aussi. Ça fait une très belle place. Les festivités, ça porte bien son nom. Exactement. Donc, dans ce secteur-là, la Ville de Montréal est venue dire tout nouveau bâtiment devra avoir une signature visuelle qui utilise les jeux de lumière le soir. D'accord. Donc, ça pourrait être une ligne. Ça pourrait être une orientation. Une orientation. Comme ça pourrait être quelque chose de différent. Mais l'idée, c'est vraiment de venir dire comment est-ce que dans le secteur Montmorency, on va s'identifier à ce secteur-là, puis comment est-ce qu'on va rendre ça un quartier vibrant. Oui. Ouais. Parce que c'est un quartier quand même qui a beaucoup d'effervescence. On s'entend, là, les magasins, les restos, les salles, tout est là pour vraiment. Cégep Montmorency, la Place Belle. Donc, c'est vraiment un endroit, là, on a vraiment la chance de modeler à partir du centre, contrairement à la plupart des villes qui auraient peut-être né d'un petit centre puis que ça a grossi. Là, on a comme l'effet inverse, peut-être. Est-ce que je me trompe? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une diversité d'acteurs. Donc, on a autant des gens qui y vivent, on a des institutions scolaires, secondaires, cégep, universitaires. Donc, c'est très vibrant. C'est très vibrant. Maintenant que la Place Belle qui amène des milliers de personnes régulièrement dans notre centre-ville. Et il y a l'espace Montmorency aussi qui devrait se construire bientôt, qui va emmener des espaces à bureaux, des travailleurs. Incessamment, bien Donc, sûr. on a déjà une diversité d'acteurs sur le milieu. Et là, en fait, via le concours, on veut venir donner vie à tout ça. OK. Et puis, la date de lancement a déjà été lancée. Pour les entreprises, les architectes qui voudraient s'inscrire, qui voudraient tenter leur chance. Hey, moi, j'ai une vision pour Laval. J'aimerais que Laval ressemble à ça. Et puis, tentez votre chance de faire la déposition. Comment ça fonctionne? Donc, les gens ont jusqu'au 31 mai pour déposer une proposition. Ça se fait via la plateforme SEAO, qui est la plateforme par laquelle les villes font les appels d'offres. Les appels d'offres, d'accord. Exactement. Et c'est très ouvert. Hein? Donc, que vous soyez un architecte, un urbaniste, un designer, une OBNL qui fait dans le milieu artistique, tout le monde peut venir proposer un concept. Parfait. On va retenir quatre finalistes qui vont recevoir une somme d'argent pour venir peaufiner leur proposition. Et la firme qui va gagner, au final, va venir définir un peu justement la trame visuelle narrative pour le secteur centre-ville. En obtenant le contrat de la ville. En obtenant le contrat pour une première œuvre à développer. OK. Et puis, quand vous dites c'est ouvert, on peut être urbaniste, on peut être même des OBNL artistiques. Est-ce qu'il y a des barèmes particuliers qu'il faut respecter, que là, on respecte, OK, pour pouvoir s'inscrire, on doit avoir minimum ça? C'est sûr que comme dans tout appel d'offres, il y a toujours des normes à respecter. Tous les détails sont sur la plateforme SEAO. D'accord. Et peut-être noter que, contrairement à d'autres contrats, cette fois-ci, on a un jury. Donc, on est venu constituer un jury qui va être autant des gens du milieu artistique lavallois que des représentants de la ville, que des architectes, que des producteurs ou des comédiens. Donc, c'est des gens du milieu culturel qui vont venir évaluer les différentes propositions qui vont être déposées. Donc, ils vont sélectionner parmi les 4 finalistes. Et voilà. Pour le futur mandataire pour cette initiative. Et puis, à quand débutent approximativement les travaux? Une fois, juste donner une idée aux gens, parce qu'on on se voit dans le monde du dessin, on voit échelonner ça et tout. Absolument. Mais pour monsieur à la maison, concrètement, entre le moment où OK, on choisit ce projet-là,
puis la mise en application. Il n'y a pas de normalité, mais généralement, ça se passe en combien de temps? La firme gagnante va être dévoilée à l'automne prochain. Donc, à l'automne prochain, on va avoir une bonne idée de ce qui va se développer dans le secteur. Et on va octroyer par la suite le contrat pour la création de la première œuvre. Donc, d'ici 1 an, on va commencer à voir les retombées de ce concours-là. Wow, parfait. Et puis, qu'est-ce qui est une ambiance serait peut-être appropriée, selon vous, Laval? C'est juste une suggestion personnelle, là. C'est pas le conseiller municipal, là. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? C'est sûr, personnellement, étant jeune, j'aime ce qui est audacieux, ce qui est dynamique, ce qui est innovant. Mais après ça, sky is the limit. En art, c'est ça qui est beau, hein? C'est qu'il n'y a aucune fin à la créativité qu'on peut avoir. Donc, moi, je suis bien curieux de voir qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce qui va être proposé. Qui sait, on aura peut-être notre prochain urbaniste, architecte qui marquera notre ville comme Barcelone aura été marqué par un nom en particulier, mais là, peut-être que Laval, ça sera le début... Peut-être, on souhaite bien. Une future étape sur la ville au niveau international. Un gros merci, M. Boyer. Donc, vous pouvez aller voir les détails sur le SEAO pour les firmes intéressées. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir M. Richard Rattel, directeur général du Théâtre Par le Vent, fondé en 2006. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, Stéphanie, toi? Oui, très, très bien, Richard. Alors, c'est ça, directeur général, depuis un court laps de temps, depuis que M. Jacques Mollet, le fondateur, a cédé ses fonctions. Oui, mais Jacques Mollet était directeur artistique. Moi, j'étais directeur général de la troupe. Lui, il était directeur artistique. D'accord. Depuis quelques années. OK. Là, c'est rendu qu'étant donné que Jacques a laissé, a pris sa retraite, c'est moi qui est directeur artistique. Félicitations. Merci. Alors aujourd'hui, vous venez nous parler d'un événement qui va se passer au studio de la Maison des Arts de Laval le jeudi 16, vendredi 17, ainsi que les samedi 18 mai. Oui. Il y a une pièce de théâtre qui s'appelle Suspect, que les gens ont peut-être déjà entendu parler. Oui, puis je voudrais vous préciser, oui. on joue à la salle de studio de la Maison des Arts. Oui. C'est parce qu'avant, on jouait à la Grangerie, qui est un théâtre d'été. Oui. Puis qu'il y a eu un incendie. Oui, malheureusement. Qui va rouvrir peut-être dans 2 ans. Enfin, nous, les gens étaient beaucoup habitués à la Grangerie. Fait qu'on les invite à venir nous voir pareil, nous encourager au studio. Oui, parce que c'est la même équipe, le spectacle. En attendant que la Grangerie rouvre. Oui, voilà. Oui, puis on salue les gens de la Grangerie, on se retrousse les manches. Là, on voit que ça n'a pas été facile, mais ils se remettent. Oui. Mais c'est ça, mais oui, il faut se relocaliser, il faut continuer à rouler. Parlez-moi du Théâtre Par le Vent, justement, parce que c'est une troupe de gens, des passionnés de théâtre, vous vous réunissez ensemble. Comment ça fonctionne au juste cet organisme? Par le Vent a toujours été une troupe de théâtre qui encourageait les gens dans tous les domaines, que ce soit comme comédien, que ce soit comme technicien, au décor, à régie de salle, régie de scène. Fait que les gens, ils se partageaient un peu les tâches. Fait que quand il y a une pièce que ces comédiens-là n'étaient pas actifs, sur la scène. Au costume, ils étaient à la technique. Oui, c'est ça, au costume, au décor, toutes ces choses-là. Wow. Nous autres, on encourageait les gens pour leur faire connaître tous les côtés, toutes les facettes du théâtre. Oui, puis aussi, j'imagine, vous avez des gens qui ont toujours été passionnés de théâtre, des férus de théâtre, qui ont soit déjà pratiqué plus jeunes ou qui sont juste à l'affût puis qui se disent, écoute, j'ai cette fibre-là, j'aimerais ça avoir la chance de jouer des petits rôles, puis d'aider, faire des costumes. C'est quelque chose que vous recevez ça avec joie. Oui, nous, on a une bonne base de comédiens qui reviennent, mais il y en a toujours qui se rajoutent de production en production. Il y en a qui restent, il y en a qui repartent. Là, on est je dirais, à 12 membres présentement. C'est pas beaucoup. C'est ce qu'il faut pour faire la pièce que vous allez jouer? Celle-là, il y a 6 comédiens, mais c'est que habituellement, on jouait 2 puis des fois 3 pièces par année. Oui. Mais là, à 10-12 membres, on peut en faire juste une. C'est pour ça qu'on invite les gens, s'ils veulent s'inscrire. On est là pour ça. Votre caméra, c'est celle-ci. Vous avez un message à adresser. Oui, en allant sur le site www.parlevent.ca, il y a dans le haut un onglet qui s'intitule « Si le théâtre vous intéresse ». Vous cliquez sur l'onglet, vous pouvez remplir
l'affiche qui est là pour nous envoyer... vos coordonnées, puis vous rencontrer, puis faire de l'art ensemble, finalement. Oui, oui. Et puis, parlez-moi de la pièce qui va se passer à la fin mai, qui s'intitule Le Suspect. Suspect, pardon. Suspect, qui est une adaptation d'un film culte français qui était Garde à vue. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure aux gens à la maison, que vous avez peut-être déjà une vague idée de qu'est-ce qui va se passer, mais ça a été réadapté pour ici, pour la ville de Laval, en plus. C'était avec Michel Sarrault, il y avait Lino Ventura et Romy Schneider qui jouaient là-dedans. Ça a été adapté par Gérard Olivier, qui est un de nos comédiens. Il nous est arrivé avec ça, il nous a présenté l'adaptation qu'il a faite pour le théâtre. D'accord. On a trouvé ça très bon, très intéressant. Bien, le synopsis, moi, je l'ai ici sous les yeux. Je vais juste me permettre de le lire, puis on va complémenter avec ça parce que ça pique ma curiosité. Oui. Donc, la police de Laval enquête sur 2 meurtres, 2 petites filles. Parmi les suspects, il y a un notable de la ville. L'interrogatoire nous amène à la découverte des secrets intimes, plutôt bien camouflés dans la vie de personnes douteuses. Les enquêteurs doivent user de stratégies afin de soutirer des aveux qui, sans l'ombre d'un doute, conduiront un coupable en prison. Donc, ça a vraiment été réadapté. Oui. Même à la ville, où est-ce que ça va être joué? À Laval, en 1985. 1985, oui, c'est ça. Donc, on va revoir les coupes de cheveux, les costumes d'époque, les accessoires aussi d'époque. Oui. Ça, c'est le fun. Est-ce que vous avez eu de la difficulté à recréer cet univers-là? Ça, c'est toujours... Quand on monte les décors, ça se fait toujours... On a la bonne idée de ce qu'on veut. Ouais. Puis à mesure, quand on remonte le décor, là, on complète sur place avec ce qui peut nous manquer. Ouais. Mais c'est assez bien. Puis dans l'histoire de Suspect, vous savez, quand il y a un notable d'une ville qui peut être impliqué, c'est très délicat. Avec des pincettes. C'est très délicat. Donc, il y a beaucoup de merde dans cette pièce-là. Oui, on a 1h30 de plaisir avec ça. Oui. Puis ce qu'on voit aussi, c'est que la personne... Il y a des gens là-dedans... on voit des drames dans leur vie personnelle à travers cette personne. Mettons, le notable de la ville, on se rend compte que dans sa vie personnelle, il y a... Des trucs qui vont pas super, peut-être. Il n'est pas bien une vie jojo. Puis là, c'est de savoir, est-il coupable, n'est-il pas? Fait que c'est l'interrogatoire. Le suspect, c'est l'interrogatoire de cette personne-là pour essayer d'y soutirer des aveux. Mais tout ça avec des dénouements savoureux, là. C'est un interrogatoire, mais parsemé d'anecdotes et d'histoires. Oui, puis je peux pas vous parler du dénouement. On peut pas, hein? Non, mais OK, mais on va devoir aller voir la pièce dans ce cas. Donc, ça se passe les jeudis 16 mai à 20h, vendredi 17 mai à 20h aussi. Par la suite, ça se déroule samedi 18 mai à 14h, le tout au studio de la Maison des Arts de Laval, au 1395 boulevard de la Concorde-Ouest. Et puis, pour les gens qui voudraient acheter des billets, il faut réserver directement par courriel. Par courriel, par téléphone. Ou par PayPal, par le site. Je vous donne le numéro de téléphone? Oui, si vous l'avez sous la main, sinon je l'ai. Au 450-934-9098. 9098. Et pour les gens qui voudraient en savoir plus sur vos activités, ça serait au www.parlevent.ca. Où nous avons placé 3 bandes-annonces. C'est une première, on a fait des bandes-annonces pour présenter la pièce. Fait que c'est intéressant, ça. Oui, hein? Fait que sur le site, ils peuvent aller voir les bandes-annonces. Déjà savoir, se mettre l'eau à la bouche. Puis pour ceux qui veulent participer, qui voudraient s'inscrire, qui voudraient... écoute-moi, la prochaine pièce, j'ai le goût d'y aller. Ça peut mettre l'eau à la bouche, mettre la table. Puis si vous permettez, moi, j'offre aux gens du poste de télé communautaire. Oui. On offrirait 2 billets par soir de représentation aux gens qui vous contacteraient, si vous voulez. Bien sûr. Pour arriver à nous rejoindre. Puis on offre 3 séries de 2 billets. Écoutez, on va se faire une petite capsule. Vérifiez le facebook.com TV Laval 9. On va se faire une petite capsule concours. Un gros merci de votre générosité. Et puis le mot de Cambronne pour la suite. Et puis Suspect, ça se passe les 16, 17 et 20.
Aujourd'hui, on reçoit M. Guy Gallet, qui est promoteur. Bonjour, M. Gallet. Bonjour. Vous êtes promoteur, mais pas n'importe quoi. Salon des aînés de Laval pour les 5 ans et plus, qui a eu lieu l'année dernière. C'était un vif succès. Et puis, on répète l'expérience cette année. Ça va se passer les 18, 19, 20 octobre à la place anciennement appelée Forzani, parce qu'à partir du 1er juillet, ça va changer. Ça devient la place Sport Expert. Donc, oui, Salon des aînés 2019. C'est en branle. Il y a déjà beaucoup d'exposants de bouquets. Il y a beaucoup de conférenciers aussi qui sont très intéressants. Parlez-nous un petit peu de votre concept du Salon des aînés. Comment ça vous est venu l'idée de faire ça au départ? Donc, j'aime pas tellement la compter, mais il faut que je la raconte pareil. On va se faire la version pitch d'ascenseur. J'étais directeur général d'un distributeur en alimentation depuis 33 ans. D'accord. Et le 19 janvier 2018, on m'a appelé au bureau pour me dire « Merci, t'as fini. On met du sang plus jeune à ta place. » Oh, donc il fallait servir. Il fallait faire quelque chose. Ouais. J'ai dit à mon épouse, qu'est-ce que je fais? Je m'assois dans le banc de neige puis je pleure? Non. Non. On prend nos REER, puis on loue la place Forzani, puis on crée un salon pour les aînés. Puis ça a marché, c'est ça. Ça a marché. Ça a marché. Puis là, la deuxième édition s'annonce pour être encore plus enlevante parce que si on fait juste le tour de certains, je ne vous nomme pas tous les conférenciers, mais il y en a beaucoup. Conférence de M. Winston McQuaid. C'est quand même un très grand nom dans l'industrie télévisuelle, radiophonique québécoise. Conférence de Jean-Marie Lapointe, une conférence de Daniel Ouimet, Marguerite Blais, qui est présentement ministre des Aînés et des proches aidants. Vous êtes connectés, comme on pourrait dire, là. Ben oui, puis Marguerite, il faut en parler aussi, parce que moi, j'avais négocié Marguerite avant qu'elle aille en politique. Oui, hein? Et elle a raconté, quand elle a fait sa conférence l'an dernier, la négociation entre nous et son cachet et tout avait été négocié avant la politique. Ouais. Elle a été nommée ministre des Aînés et sa première sortie officielle était à notre salon. Wow! Fait que j'ai dit, tiens, Marguerite, je te dois une enveloppe. Elle dit, non, remets ça dans tes poches, donne-le à un organisme de charité. Moi, je suis ministre, j'ai plus le droit de toucher à ça. Ben, tu vois, puis en plus, ça avait été négocié avant. Chapeau. Donc, chapeau, oui, Mme Blais, qui est très impliquée. Puis, justement, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à trouver au Salon des aînés 2019? Ben, disons, pas mal tout ce que les aînés recherchent. Qu'est-ce qu'on recherche? Moi, je suis pas aîné, ma mère l'est. Elle n'aime pas ça quand je le dis, mais... Quand je suis dans un condo puis qu'il y a des nouveaux locataires qui arrivent, ils me posent des questions. Connais-tu un vétérinaire? Connais-tu un chiro? Connais-tu... Ben, viens voir au Salon des aînés, tu vas trouver à peu près tout ce que tu as besoin. Oui, parce qu'on aime ça savoir, être connecté, les petits besoins, les petits trucs ici. Ce que je dis au monde, ben, même si c'est le salon pour les 50 ans et plus, on n'interdit pas l'entrée à personne. Non, on ne carte pas personne pour dire non. Non, ben, c'est ça. Puis la mission est gratuite, le vestiaire est gratuit, puis le stationnement est gratuit. Donc, t'as 40 ans, t'as 35 ans, ça te tente de venir voir, puis il y a des agences de voyage, il y a tous les services. Oui, bien c'est ça. Quel genre de service? Parce que là, ça passe, je vois des agents de voyage, je vois clinique, la salle là, la clinique Espace Médic. Ça touche un petit peu de tout ce qui va de la vie de tous les jours jusqu'à la santé? Exact. OK. Puis même Espace Médic, mais cette année, on a décidé, c'est leur deuxième année. Oui. Puis pour rendre service encore un peu plus, ils vont offrir des chaises roulantes à ceux qui en ont besoin. Oh, wow! Donc, en plus d'avoir l'entrée gratuite. Donc, c'est facile d'accès. On s'entend à la place Forzani. Il y a 1200 places de stationnement gratuites. Donc, c'est une journée qui, grosso modo, coûte rien. Tout ce qu'on peut, c'est trouver chaussures à son pied, si on veut. Ouais. Multiples opportunités là, de rencontrer. Et puis, parlez-moi des exposants. Vous avez déjà une très belle brochette d'exposants. Vous avez la FADOC qui vous aide aussi pour promouvoir l'événement. Bien, la FADOC, c'est pas mal un partenaire majeur. C'est un partenaire majeur, oui, on tient à le mentionner. Nous donne un gros coup de main. Qu'est-ce qu'ils font juste pour vous au niveau coup de main? Ils font beaucoup de sollicitations. Ouais. Il y a tous les contacts qu'ils peuvent avoir aussi, ils nous les soumettent. Ils reçoivent même des appels, puis ils nous transmettent les messages pour on puisse faire le suivi, c'est ça, avec les exposants. Wow! Non, c'est réellement un bon coup de main. Et puis, au niveau la place des aînés aussi, qui est maintenant Action 50 ans plus, ils ont changé de nom eux aussi. Tout le monde change de nom. Tout le monde change de nom. Il faut que ça revienne hip, là. Oui. Puis, eux aussi nous aident. Puis, la table de concertation de Ville de Laval aussi. Donc, c'est trois partenaires, mais la FADOC, c'est le majeur. Vous avez les partenaires pour vous ancrer, pour être dans le portrait pour les années à venir. Et puis, si, exemple, il y a des exposants qui seraient intéressés, ils se disent, écoute, moi, j'ai un produit ou un service que j'aimerais pouvoir offrir à la population aînée de Laval, qui voudrait s'inscrire, comment est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'il reste premièrement de la place? Il reste de la place. On s'entend quand un événement est populaire, il reste peut-être seulement
petits espaces. 4 petits espaces. Des 5 par 10, si on veut, mais des collisions 10 par 10, il y en a encore une vingtaine. OK. Donc, ça va bien, Oui, mais c'est au mois d'octobre. Donc, pour artistes, artisans, compagnie, c'est quand même quelque chose à prévoir. C'est quand même 3 jours. On a un beau site web aussi où ils peuvent avoir toutes les informations. Oui, vous avez le site web sous les lèvres présentement? Oh oui, c'est www.salondesaînés-de-Laval.net. Et voilà, ça va être écrit en bas de l'écran pour les gens à la maison aussi. Et puis, qu'est-ce que vous aimeriez voir? Qu'est-ce qui change versus la version 2018? Qu'est-ce que vous avez vu en 2018? Vous avez fait, hey, c'était une première, c'était bien, mais là, 2019, je veux faire ça de plus. Ce qui nous a beaucoup fait triper cette année, c'est la compagnie Avalanche. Oui, compagnie Avalanche qui... Ils font des manteaux de sport, des manteaux d'hiver. Pour toute la de famille. haut de gamme. Oui. Puis qui ont malheureusement eu une mauvaise expérience avec quelqu'un. Donc, il y avait 10 conteneurs de manteaux à liquider. Oh, donc c'est du beau C'est du beau matériel, stock. C'est des manteaux qui valent assez cher, qui vont à 80 de rabais. 80 de Donc, rabais lors de l'événement. Là, ils ont pris 3500 pieds carrés. L'équivalent de 35 kiosques 10 par 10. Wow! Puis avec une belle arche Avalanche, puis les manteaux. C'est pour ça que je dis qu'en bas de 50 ans, même t'es bienvenu si tu veux avoir un beau manteau oui, d'hiver parce que pas là, cher. c'est la chance aussi peut-être les grands-parents de... Ça va être à l'automne, l'hiver s'en vient, vous voulez faire un cadeau aux petits-enfants pour l'école, des trucs comme ça. Bien, c'est une excellente idée. Est-ce qu'il va y avoir des exposants au côté bouffe, nourriture, des trucs comme ça? Pas tellement. Pas tellement. OK, c'est vraiment là, on s'en va voir des des trucs, on s'en va apprendre des services, des trucs qui peuvent nous servir. La santé, les résidences. Résidences, mieux-être. C'est ça. D'accord. Et puis, vous, personnellement, on va pouvoir vous serrer la pince, vous allez vous promener, vous allez être occupé pas mal, mais vous allez Oui, être mais je suis pas mal à l'accueil aussi. Là. Vous allez être à l'accueil. Oui, c'est ça. Vous avez une bonne énergie. Un people person, comme j'aime Parce dire. qu'on essaye. Je pense que c'est pas fort, c'est assez naturel. Donc, on rappelle Daniel Ouimet qui va venir faire une conférence. C'est notre marraine, c'est notre porte-parole. Ça fait 2 ans. Puis elle fait 2 conférences aussi. Wow! Puis sur le plancher. Elle fait le tour, puis elle jase avec tout le monde. OK. Monsieur Winston McQuaid, écoute, moi, je l'appelle Le Monsieur papa de Pénélope. Oui, papa de Pénélope McQuaid pour les plus jeunes, oui. Donc, écoutez, rempli d'activités. On a une conférence de Marie-Josée Taillefer et sa fille. Oui, d'Amène Rosalie pour parler de surdité. Oui, écoutez. Et ça, c'est un compliment de Lob. Lob, oui, les spécialistes de l'oreille, ainsi qu'une conférence de Michel Forget aussi. Ouais. Donc, écoutez, un gros merci. Le mot de Cambronne pour l'événement. Et puis pour les gens à la maison qui voudraient s'inscrire ou aller visiter, Salon des aînés 2019, 50 ans plus. Nicolas Vincent Poirier, chronique cinéma avec la belle Amy. Alors, aujourd'hui, tu nous parles d'un film avec Charlize Theron et Seth Rogen. Oui, le film Long Shot. Long Shot. En français, ça s'appelle Le Bon Coup. Exactement, c'est une comédie romantique. Le personnage de Seth Rogen, c'est un journaliste sans emploi. Le personnage de Charlize Theron, c'est la secrétaire d'État qui se présente pour la présidence des États-Unis. Et le lien qu'ont ces 2 personnages-là, c'est quand ils étaient plus jeunes, elle qui a quelques années de plus que lui, le gardait et lui était follement amoureux. Sa gardienne. C'est ça. Que c'est mignon. Et là, ils vont se recroiser adultes. Elle a besoin de quelqu'un pour écrire ses discours. Elle va l'engager. Parce que lui, il est journaliste, il cherche un emploi. Il est un petit peu... c'est le gars qui réussit pas trop. C'est ça, mais en même temps... thèse totale. Il back des causes sociales. On le voit au début, il essaie d'infiltrer le Ku Klux Klan, d'un groupe néo-nazi, c'est du Ku Klux Klan, mais bon, un groupe... néo-nazi, et là, bon, lui, c'est un juif, et là, ça se passe, ça marche vraiment bien. Et là, à partir de ça, bon, il cherche un entre-emploi, et ce qui lui plaît d'écrire les discours, c'est qu'il peut toucher à plus de points sociaux qui l'intéressent. Il pourrait changer les choses, puis mettre sa marque à sa façon dans l'histoire, puis mettre son mot. Et évidemment, le but du film, c'est pas d'aller dans cette direction-là, mais bien qu'à un moment donné, ces 2-là vont tomber amoureux. Oui, parce qu'au départ, on s'entend que les 2, c'est l'antithèse. On a la femme parfaite, ultra
patriotique qui réussit à peu près tout. Et puis, on a Monsieur Random qui se la coule douce puis qui est un petit peu bozo par bout. Là. Ben, tu sais, on dirait qu'il fait un peu le même personnage dans chacun de ses films, Seth Rogen, mais c'est un personnage très agréable. Tu sais, c'est un personnage qui est très cool aussi. Donc, tu sais, là, oui, il y a des causes qui lui tiennent à cœur. Un stoner, comme on aime appeler. C'est un stoner aussi. Tu sais, il s'habille pas comme un adulte de son âge. Beaucoup, avec des casquettes, des coupes-vents de toutes sortes de couleurs. Mais je dirais que ça ressemble à sa personnalité dans la vraie vie parce que ça finit par... rencontré, parce que tu as participé au film. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été le voir. Pour vrai? T'as-tu gaspillé de l'argent pour moi? Parce que, premièrement, c'est-tu bon? Moi, je l'ai pas vu encore. J'ai été très agréablement surpris. Très bon film. OK, cool. Bien aimé ça. Tu m'as-tu vu? J'imagine que non, ça devait être une fraction de seconde, mais c'est pas grave. Ouais, j'ai rencontré Seth Rogen, j'ai rencontré la belle Charlize qui est comme, oh my God, juste trop parfaite. Mais oui, Seth Rogen, je pense que c'est vraiment... oui, il est beaucoup plus mature et intelligent qu'il laisse paraître dans ses films, mais il y a un côté gamin que j'ai eu l'occasion de connaître par 2 reprises, puis ouais, il ressemble pas mal à ses personnages. Là. Seth Rogen, il réalise... Il produit, c'est un humoriste. Il joue la comédie, c'est un scénariste. Il fait tellement d'affaires. Il pourrait pas juste être son personnage... Écoute, il pourrait quasiment se faire un genre de Louis XIX personnel, juste avec son Instagram, le nombre de gens, chaque fois qu'il poste, lui, il collectionne les cendriers. Fait que chaque fois qu'il poste un cendrier, il y a des likes. Fait que j'imagine s'il se mettait sur le cas. Mais je pense que c'est un gars qui fait juste triper création. Oui, puis d'ailleurs, tous les films qu'il fait ou qu'il joue dedans ou qu'il produit, ça va tout un peu dans la même direction. Et aussi, il y a une certaine... Il y a des jokes, immatures vraiment, mais... il y a un bon sens moral aussi. Il y a comme tout le temps une bonne morale. Mais il y a une maturité dans le film aussi, parce que j'aime pas vraiment les comédies romantiques. Ouais, c'est pas tes préférés, je sais. C'est pas mon genre de film, disons. Celui-là... A passé? Oui, a très bien passé, parce que, oui, il y a beaucoup de vulgarité. Ce que j'adore, mais j'aime ça quand c'est simple. Ouais. Il y avait beaucoup de vulgarité aussi quand on le tournait. Mais en tout cas, quand il le tournait, là, le bout que j'étais là, en tout cas, c'était drôle. Mais aussi, bon, en dehors évidemment, tous les clichés qui viennent avec la comédie romantique, c'est ce que j'ai... Il y a des bouts qui c'est un film d'action. Bien, ce que j'ai vraiment apprécié dans le film, il y a des petits bouts qui peuvent ressembler à ça, mais c'est qu'on fait allusion à la politique présentement. Le président américain dans le film, qui ressemble un peu à Donald Trump, un imbécile, mais tu sais, bon. Et là, le film commence, et là, on comprend que le président, lui, il va aller dans quelque chose de plus prestigieux encore que la Maison-Blanche. Il veut devenir acteur au cinéma. Et là, on comprend que ce président-là, avant d'être président, c'était un acteur télé. Ouais. Là, il y a comme une petite allusion à Donald Trump. À Ronald Reagan aussi. Ronald Reagan, mais aussi de la manière que ce président-là est, ça ressemble pas mal à Donald Trump. T'sais. Moi, quand j'étais petite, je voyais Donald Trump qui était producteur pour la WWF, les fameux WrestleMania qui se tenaient au Trump Tower, Trump Plaza, whatever. Fait que, il a tout le temps été dans le monde du spectacle, ce bonhomme-là. Fait que... mais il n'y a pas juste lui dans le film qui a une caricature de lui. Justin Trudeau, le président du Canada dans le film, c'est... Parce qu'il faut rappeler que Seth Rogen est canadien, donc il peut se le permettre. C'est ça. Et il est tellement... Son personnage est tellement drôle, le premier ministre du Canada. On dirait que... il est un peu vide, en même temps, il y a des belles valeurs. Mais un peu vide. Un peu vide. Je suis pas en train de dire que Justin Trudeau ressemble à ça. Je veux pas parler de politique ici, mais... on parle de cinéma. C'est une caricature, disons. Voilà. Mais aussi un des riches donateurs pour la campagne électorale du président. C'est un peu un cliché de quelqu'un qui s'appelle Steve Bannon. Et Steve Bannon tirait les ficelles derrière Trump. Un master of puppets, qu'on appelle. C'est ça. Comment est-ce qu'on appelle ça? Ils agencent pour que tout fonctionne bien. C'est un contact, on pourrait dire. C'est ça. Et disons que lui a été associé à des médias avec des vues très critiquées, très extrêmes, très simplistes, disons. Aussi. Et ce personnage-là dans le film, qui est interprété par Andy Serkis, qui joue Gollum, super
personnage vraiment cool. On dirait que c'est un amalgame de lui, mais aussi de Alex Jones, un petit peu, avec des théories de complot absolument débiles. Puis que Donald Trump a en partie gagné grâce au public de Alex Jones, qui c'est tous des... Ceux qui ne connaissent pas, c'est un phénomène Internet conspirationniste. Puis Donald Trump apparaissait souvent sur son show lors de ses élections. Et tu sais qui est-ce qui a déjà passé au show de Alex Jones aussi? Ça, c'est drôle. L'ancien grand dragon, je pense que c'est ça, le titre le plus haut du Ku Klux Klan, qui a passé là. Tu sais, une entrevue... je l'ai pas vu celui-là. Une entrevue remplie de respect. Remplie de bonheur et de respect, bien sûr. Exactement. Et pas longtemps après ou avant... Trump est passé, donc ça laisse des marques, le même public. Mais c'est vrai que pour venir au film, là, tu as su spotter tous ces messages-là sont quand même flagrants parce que tu te rappelles, il y a quelques années, il avait fait un film, puis ça avait sorti comme quoi que c'était à propos des Coréens. Toujours avec Seth Rogen, il y avait eu un leak. The Interview. Oui. Il a tout le temps été un petit peu à cheval sur certains trucs politiques de « Hey, il va le marteler pendant le film ». Il s'est gâté dans celui-là. Il s'est gâté dans celui-là. Mais en même temps, ceux qui ne connaîtraient pas Steve Bannon, c'est pas grave parce que les personnages sont drôles. Il n'y a pas de problème. Là. Si on voit le deuxième degré, en tout cas, moi, je suis persuadé, là, peut-être que c'est moi qui mets des liens où il n'y en a pas, mais le premier ministre du Canada, ça ressemble pas mal à Justin Trudeau, disons. Écoute, on va aller voir ça. Ben, moi, il faut que j'aille le voir, puis ma mère, il faut que je l'amène, ça a l'air. Fait que Long Shot, en français, le bon coup. Nicolas Vincent, un gros merci. On se revoit la semaine prochaine. Chronique Cinéma. Est-ce que tu crois que ça va devenir viral? C'est aux nouvelles! Tu me plais beaucoup, toi aussi. Chronique 20, chronique SAQ, chronique qu'on va goûter de la belle alcool ce matin. Ça va bien? Très bien. Vicky Volikakis, mesdames, messieurs, avec sa sélection printanière. On célèbre le printemps ce dimanche matin. Qu'est-ce que tu nous as apporté de bon? Je vous ai apporté une nouveauté SAQ. Ouais. On continue, on est sur notre ère de nouveautés, printemps et tout. Le Bonheur Sauvignon Blanc de l'Afrique du Sud. Et je vous ai apporté aussi le Ramos Pinto, le Porto Lagrima, un Porto blanc. Oh, OK. Quel tu veux commencer? Lequel tu aimerais nous parler en premier? En fait, on va y aller dans l'ordre de dégustation, du plus sec au plus doux. Au moins si vous aimez mieux sucré. Plus sucré, oui. Alors, le Bonheur Sauvignon Blanc, dans le fond, ici, on le connaît tous, le fameux Bonheur de l'Afrique du Sud, pour son chardonnay, mais aussi pour son cabernet sauvignon. Sauf qu'ici, on revient avec un Sauvignon Blanc. D'accord. Et on est en plein cœur de la région viticole de Stellenbosch. Et puis un beau Sauvignon Blanc à 96 puis on y rajoute un 4 de Viognier. Ça donne quelque chose de vraiment magnifique, exceptionnel. Et on n'est pas dans notre traditionnel Sauvignon Blanc d'habitude. Je trouve qu'il est très raffiné, en tout cas. Je te fais goûter. Oui, on va goûter ça. Et puis, on est en bas de 20 $. On aime ça. Avec quoi qu'on prend ça? On prend ça en apéro sur le bord de la piscine. Du bonheur, on prend ça avec de l'agrément. On prend ça avec de l'amour. On prend ça toutes les sauces, non? Exact. Mais on peut le marier avec beaucoup de choses. Autant avec nos salades l'été. Là, on se fait des salades avec des agrumes, avec poulet. On se fait des salades repas. L'été, on mange moins chaud. Là, on part pas trop le four, on veut pas trop cuisiner on se fait des barbecues. Des barbecues, ça, Si on veut avoir chaud, c'est à côté du barbecue. Des sushis, on peut prendre ça avec un tataki de thon. Oh. Tu sais, on est quand même assez aromatique, hein? Vraiment. Les fruits tropicaux qui nous viennent au nez, là. Ouais, les agrumes qui reviennent, là. Ouais, comme tu dis, avec la salade, on pourrait se faire ça. Le tataki de thon, je le file. Je le sens bien. Il me semble que ça serait bon grillé, là, comme petite salade sur le côté, là, Ici, en plus, on a juste 1,7 g de sucre par litre parce que je sais que de plus en plus, les auditeurs puis les amateurs de vin, ils regardent beaucoup ça. Donc, on est en... Tu peux faire un petit résumé rapidement, là. Les grammes de sucre, c'est quand il y a un certain taux élevé, on appelle ça un goût qui est moins sec. Bien, en fait, en d'autres termes, là, quand un vin est sucré, on devrait dire qu'il est doux. D'accord. Okay? C'est pas une question de douceur, que c'est pas agressant. Non. Quand on parle d'un vin qui est doux, c'est un vin qui est sucré. D'accord. En France, par exemple, tous les vins qui ont 4 grammes et moins sont des vins secs.
D'accord. OK? Après ça, d'un pays à l'autre, ça change. Aussi, par exemple, dans les champagnes, on a encore les taux des taux de sucre qui sont extra bruts, demi-secs, ainsi de suite, qu'il y a toujours du grammage de sucre qui varie d'un à l'autre. Et encore une fois, avec le Porto aussi, on a beaucoup de sucre. Ces barèmes varient selon le type de produit. Exemple, c'est un vin, c'est tant de grammes de sucre. C'est un Porto, c'est tant de grammes de sucre. Pour délimiter, si tu veux, les palettes? Oui et non, parce qu'en France, dans le fond, eux autres, c'est vraiment 4 grammes et moins. C'est catégorisé sec. Par contre, ailleurs dans le monde, bien, ça va être différent parce que dans certains pays, il y en a que les vins, ça reste que c'est un vin de table, un vin de consommation tous les jours, mais qu'il va être plus élevé en taux de sucre. D'accord. Alors, c'est un peu une zone qui est... comment dire... c'est des appellations qui peuvent varier selon l'origine du pays, par exemple, selon l'importateur, ça va être plus les vins de dessert, là, vraiment, on va voir qu'il y a beaucoup de taux de sucre dedans. Ouais. Les champagnes, ensuite de ça... Pour ce qui est des vins blancs, les vins rouges, les vins rosés, là, on va regarder les taux de sucre. Mais encore une fois, déjà là, le pays, ça peut nous aider un peu à... Comme je disais tantôt, les vins français, généralement, ça va être plutôt sec. Ça va être 4 grammes et moins. Là. Mm-hmm. OK. Bien, et puis là, on a notre deuxième candidat aujourd'hui. Oui. Ça aussi, c'est une nouveauté? En fait, celui-ci n'est pas une nouveauté. D'accord. Celui-ci, c'est la maison Ramos Pinto, qui est très connue pour leur Porto. Ils font aussi du vin sec. Hein? D'accord. Ils font vin sec blanc, vin sec rouge, mais aussi ils font du Porto blanc et des Porto rouges. D'accord. Donc, ici, je vous ai apporté le Porto blanc. Moi, j'ai goûté à ça la semaine passée parce que j'ai eu la chance de me promener avec Georges Rosas, qui est de la famille de la maison Ramos Pinto. Lui, il fait partie de la 5e génération. La maison Ramos Pinto qui a été fondée en 1880. Wow! Fait que c'est pas... c'est pas d'hier. C'est ça, ils ont fait leur preuve. C'est les premiers qui ont parti à faire du Porto. Et ici, je voulais apporter parce que je me suis dit, qui dit printemps, dit cocktail, dit terrasse, et ainsi de suite. Okay, oui. Alors, là, ici, on va le goûter tout simplement tel quel, mais sinon, ce que je propose, OK, oui, on peut le goûter comme ça. À la bouteille directement? Ah oui, exact, c'est ça. C'est pas recommandé. En fait, on peut le goûter comme ça, soit en apéro ou en digestif, avec un plateau de foie gras. Ça peut être avec des fromages, des fromages qui sont plutôt forts. Copieux, là. Oui, exact. Puis sinon, on le prend en cocktail. Donc, on se fait un Porto tonic. Pour les gens qui n'aiment pas le gin, bien, on transfère notre gin puis on se fait un Porto tonic. Donc, Porto blanc, des glaçons, un peu de tonic. On rajoute à ça peut-être de la menthe fraîche et puis un petit morceau de citron et puis voilà, le tour est joué. Ben, j'aime la recette parce que le gin tonic, c'est très populaire, mais c'est un drink, je sais pas, ça m'appelle plus ou moins. C'est ça, peut-être que ça va peut-être plus... Oui, effectivement, au niveau de sucre, on le sent bomber de quelques échelons. Exact. Puis ici, bien, on retrouve des cépages typiquement portugais, donc Codega, Malvasia fina et le Rabigato. Okay. Donc, ces 3 cépages-là forment le Porto blanc de chez Ramos Pinto qui s'appelle le Lagrima. Ça se vend une vingtaine de dollars en SAQ. Pas plus que ça, c'est délicieux pourtant. Exactement. Et on a l'avantage de pouvoir, de ne pas être obligé de se dépêcher à le boire rapidement parce que, bon, vu que le taux de sucre est quand même assez élevé, on le garde au frais. Et aussi, c'est important de ne pas les servir chauds, de les servir à peu près à une dizaine de degrés. Il faut qu'on sente la fraîcheur. Exact, c'est ça. On perd du goût? C'est moins agréable, oui. C'est moins agréable en bouche. OK. Exactement. Et puis, combien de temps est-ce qu'on peut le garder comme ça au frigo? Une fois qu'on a ouvert notre Porto, combien de temps ça se conserve là, normalement? Je sais que ça varie un petit peu. Le Porto rouge, ça peut aller jusqu'à, je pense, à mon avis, 1 mois, si je ne fais pas erreur. D'accord. Puis peut-être environ quelques semaines pour celui-là aussi. D'accord. Je ne sais pas si ça s'étirerait jusqu'à disons, un bon 2 semaines, on est capable de pouvoir se faire des drinks sur la terrasse pendant tout ce temps-là. Si on les garde au frais, justement, il n'y a pas de bris du goût et tout ça. Parce que des fois, c'est ça qui fait que ça brise un vin. C'est que si il varie trop de température, trop chaud, trop froid, tout ça, à un moment donné, c'est quand même une matière qui est vivante. Alors, il faut y faire attention.
Ben, Vicky Volikakis de chez Select Wines, un gros merci. Donc, pour les gens à la maison qui voudraient en savoir plus, pouvez visiter le site de Select Wines et votre SAQ local. Salutations à tous. Aujourd'hui, j'ai l'insigne honneur d'accueillir un homme dont les racines lavalloises sont très profondes, puisque ses ancêtres font partie des 10 premiers colonisateurs. Guy Cyr, c'est un plaisir de t'accueillir. Merci. Guy Cyr, l'histoire pour toi, c'est bien important? Ça a son importance, comme beaucoup de choses, comme les arts, la culture et la vie en général. Ça t'a permis de connaître, de connaître tes arrière-grands-parents et puis un petit peu d'histoire de ce qui se passait. Parce que vous autres, ils sont plutôt de Sainte-Rose. Oui, en fait, j'ai connu mes grands-parents, mais pas mes anciens ou arrière-grands-parents. J'ai connu à l'âge de 10 ans mon grand-père, jusqu'à l'âge de 10 ans, et à Sainte-Rose. Et vraiment, les liens familiaux, là, les racines sont à Sainte-Rose. Les racines sont à Sainte-Rose, oh, oui. Guy Cyr, les bâtisseurs pour toi de Laval sont bien importants. Oui. Dans un contexte particulier que l'on vit actuellement, où c'est souvent l'éphémère qui prend place, pour moi, c'est important, les bâtisseurs. Et je trouve qu'on n'a pas suffisamment de reconnaissance, ici et ailleurs au Québec, pour nos bâtisseurs. Les gens oublient complètement, ou presque complètement, ceux qui les ont précédés, ceux qui ont permis la voie de s'établir pour eux autres. Et à Laval, les gens ignorent, pour la plupart, qui les a précédés de cette façon marquante. Alors, c'est pour cette raison que tu as initié un mouvement. Tu as initié un mouvement qui s'appelle comment? Avec M. Lagroix, Richard Lagroix, qui est notre président pour Patrimoine Laval. Le nom, c'est Patrimoine Laval. Et ça nous a permis de... Ça a commencé tout ça avec le 50e anniversaire de Laval. Alors, on a cogné à la porte de certains pour honorer les personnes qui, justement, ont bâti Laval. Et quels sont les principaux acteurs? Disons qu'il y en a beaucoup, il y en a des 50, mais quels sont ceux qui nous ont marqué davantage? Nous, en tout cas, on n'est quand même pas des historiens puis des sociologues, tout ça, mais on a quand même privilégié ceux qui étaient en poste pour vraiment mettre les jalons importants, comme le premier maire, comme Jean-Noël Lavoie. Il faut dire que c'est lors de la fusion, le 6 août 1965. Oui, mais il y en a quand même qui ont précédé ces gens-là. OK. À savoir, on a honoré en passant le premier citoyen de Laval, le premier résident de Laval, M. Olivier Charbonneau. Olivier, ben oui. Oui. On a aussi honoré en cours de route ceux qui ont marqué la culture, qui sont toujours vivants en passant, comme Mme Yolande Dano, qui a amené Rosard, qui a amené le symposium de la peinture et de la sculpture à Sainte-Rose. Sainte-Rose. Et on a aussi honoré d'autres maires qui ont marqué la vie lavalloise, comme le docteur Lucien Paiement, qui a été l'âme première de l'hôpital La Cité de la Santé. Ah bon? Et nous avons honoré en passant des gens comme Claude Ulysse Lefebvre, qui a démarqué Laval au niveau de la culture. C'est à lui qu'on doit la Maison des Arts de Laval. Et en ce qui concerne la Maison des Arts, tôt ou tard, j'espère qu'on va l'honorer de façon spéciale en ayant un buste à son effigie. D'ici, pour M. Lefebvre, on a eu la chance, tous les deux, on faisait partie du même comité, de l'honorer. Et puis, il nous a mentionné un petit peu de quelle façon qu'il voyait la Maison des Arts. Quel était son objectif? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Le grand objectif, et à mes yeux, actuellement, il est abandonné, pour ne pas dire trahi, c'est de permettre aux Lavallois, aux artistes lavallois, de faire valoir leur talent. Que cet endroit-là devait, en grande priorité, servir aux artistes lavallois. Dommage, là, mais c'est plus ça. C'est bien dommage. Ce n'est plus cela. Et j'espère que ça va revenir. C'est pour ça que, tôt ou tard, je le dis bien, tôt ou tard, il y aura lieu d'avoir un buste pour cet homme-là. Mais entre-temps, il faudrait que la Maison des Arts
retrouve ses lettres de noblesse. Oui, parce que même l'accès actuellement à la Maison des Arts n'est pas facile parce qu'elle est payante. Auparavant, on pouvait stationner le long de la Maison des Arts. Maintenant, c'est plus accessible. Ouais, la Maison des Arts a toujours été difficile d'accès au niveau du stationnement. Et on n'a jamais abordé cela de façon véritable. J'espère qu'un jour, on va corriger ça. Mais il y a d'autres choses à corriger, comme je l'ai dit. Le retour à la mission première. Je crois que ça vaut la peine quand même de le mentionner parce que je pense d'avoir trahi la volonté de M. Lefebvre. C'est une chose importante à mentionner. Oui. Pour M. Paiement, quand même, il a travaillé fort pour son hôpital. M. Paiement a travaillé très fort. M. Paiement, parmi tous ceux que j'ai eu l'honneur de regarder l'histoire, c'est probablement lui, et là, je ne veux pas insulter personne, probablement que je vais le faire, mais c'est lui qui avait la plus belle et la plus grande vision. Et à cela, je corrobore ce que je dis, les dires de M. Éric Fréchette, feu M. Éric Fréchette, qui a été un communicateur pour Ville de Laval pendant de nombreuses années. Alors, M. Paiement a eu cette grande vision, il a eu plusieurs visions, mais il a eu cette belle et grande vision d'amener à Laval la Cité de la Santé. Et notre groupe, Patrimoine Laval, avec d'autres, avec le consentement éventuel de l'hôpital Cité de la Santé, on prévoit mettre un buste à l'intérieur de l'hôpital. Mais encore là, l'hôpital ne nous appartient pas. Nous, on propose, on va agir en conséquence pour amener ce buste-là, pour honorer cette belle et grande mémoire. Ah oui, c'est une très belle initiative, honorer la reconnaissance. Je pense qu'on n'en donne jamais trop à nos bâtisseurs. Permettez, je vous reprends. Non seulement on n'en a pas trop, mais on en a si peu. Si peu, oui. C'est vraiment dommage de notre société. Actuellement, souvent, c'est l'éphémère qui prédomine. Et je ne suis pas sociologue, là, mais je constate, comme avec les années que j'ai vécues, qu'il y a moins de reconnaissance qu'auparavant. Ça, c'est ce que je pense. Guy, pour ça, vous allez avoir prochainement une activité importante pour honorer un de nos bâtisseurs. Ou des bâtisseurs. Vous allez avoir prochainement une activité. Au mois de novembre, on prévoit à Sainte-Dorothée honorer 3 personnes. Entre autres, je vais de mémoire, là, M. André Brodeur, qui a été conseiller municipal pour cet endroit. Et on va continuer à honorer des personnes année après année. Alors, on va avoir l'occasion éventuellement quand même de renseigner la population, leur dire quand même qu'on pense à honorer nos bâtisseurs. Oui. On va les inviter à y participer. Voilà. Guy Cyr, c'est extraordinaire. Merci beaucoup d'avoir participé. Puis à bientôt. Merci beaucoup. Merci. C'est tout pour cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine avec une autre émission de Info TV Laval. D'ici là, restez patients parce que, dans quelques instants, vous avez Bingo TV Laval avec 3 500 $ en prix à gagner de votre salon ainsi que 2 500 $ pour la carte pleine. Pour la liste des détaillants pour ramasser votre carte de bingo et participer, visitez le tvrl.ca ainsi que le TV Laval 9 sur Facebook. Mon nom est Stéphanie Léveillé-Denis. Bonne semaine!